Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du grand entretien d'Agora-Mag Expérience Client. Quelles sont les grandes tendances de la relation client en 2019 ? Pour le savoir, nous n'avons pas de boule de cristal sur notre table, mais nous allons plutôt compter sur l'analyse de Thierry Spencer, directeur associé de l'Académie du Service. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, il y a quelques semaines, l'Académie a présenté 6 grandes tendances aux intitulés parfois un petit peu mystérieux. Vous nous annoncez pour 2019 un client scrutateur, gamer, candidat, mais aussi un client qui sera moment, qui sera visage et qui sera livré. Nous allons bien sûr passer en revue ces différents aspects, mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir si on peut réduire comme ça le client à un portrait type. Est-ce qu'il n'est pas d'abord multiple ? Bien sûr, ça fait environ 10 ans que je fais cet exercice de tendance sur mon blog chaque année, donc une dizaine de tendances par an, ça fait, vous imaginez, de nombreuses facettes pour le client qui est multiple, et c'est d'autant plus difficile quand on est en charge de la relation client ou de l'expérience client en entreprise de bien comprendre. Donc, c'est pourquoi j'essaye de trouver des axes ou des profils ou des signaux faibles parfois ou des grandes tendances pour décrire finalement les attentes du client et ce qui fera son comportement dans les années à venir. D'accord. Alors, pour 2019, on va passer en revue les différents visages donc, du client. Et j'ai envie de commencer par un des aspects qui détonne un petit peu dans le cadre de cet exercice. Vous affirmez que le client sera livré. Alors on le souhaite évidemment, j'imagine que lui aussi c'est ce qu'il attend, mais plus sérieusement, qu'est-ce que ça signifie en termes d'expérience client ? C'est pour qualifier ce client livré, de plus en plus livré, de mieux en mieux livré. C'est vrai qu'en France par exemple en 2017, on a envoyé 505 millions de colis, c'est une croissance de 10%. On peut imaginer qu'en 2018, on n'a pas encore les chiffres de 2018, mais en 2018 la croissance sera à peu près la même. Donc de nouveaux modes de livraison. On peut livrer aujourd'hui à vélo, on peut livrer en crowdsourcing avec TousFactor, par exemple, qui est une application qui permet de livrer le soir. Glovo, qui est une autre entreprise, vous permet de vous faire livrer à peu près tout en 30 minutes sur Paris. Et puis de nouvelles formes de livraison apparaissent avec de nouveaux enjeux, et notamment l'enjeu de la rapidité, de la livraison le jour même, la livraison en 1 heure. On voit par exemple de nouveaux signes aux États-Unis. La valeur du marché de la livraison le jour même a été multipliée par 10 ces 3 dernières années. Donc, ça veut dire que les services clients, les entreprises doivent porter une attention accrue à ce Bien sûr, parce que c'est un nouveau service qui est rendu par les entreprises. Alors naturellement, dans l'e-commerce, je dirais que ça fait partie du parcours client. Mais aujourd'hui, la livraison devient un nouvel enjeu, devient un nouveau service qui est offert par de plus en plus d'entreprises. On voit des entreprises de grande consommation qui investissent dans des startups de livraison. 34% des Français sont abonnés à un service de livraison. Vous savez, les Amazon Premium, Fnac+, Darty+. Donc, ont des attentes en termes de livraison. Et donc, il y a des enjeux dans l'expérience qui sont des enjeux de comportement du livreur. On sous-estime ce point de contact essentiel. Et puis, aussi des enjeux sur le colis, par exemple. Il y a très peu d'entreprises qui investissent sur la qualité du colis. On pourrait en citer quelques-unes. L'Occitane, Vente Privée, Nespresso sont des entreprises qui prennent soin de ce point de contact, de ce point d'incarnation qui est largement sous-estimé par les entreprises aujourd'hui. D'accord. Alors pour en revenir maintenant à des tendances un peu plus classiques, vous nous affirmez par ailleurs que le client sera scrutateur. Qu'est-ce que ça signifie exactement, ça, un client scrutateur ? Alors, scruter, c'est regarder dans le détail, essayer de découvrir des choses qui sont potentiellement cachées, et c'est précisément ce que fait le client aujourd'hui, puisqu'il a des nouveaux moyens de savoir, de connaître, par exemple, la composition des produits alimentaires. Vous savez, est méfiant, le client ? Bien sûr, ça alimente la défiance des clients. Aujourd'hui, on voit que 86% des Français ont le sentiment que les produits du quotidien sont dangereux pour leur santé. Voilà un premier point de défiance. Donc, on a vu en France en 2018 l'Assemblée nationale qui n'a pas rendu obligatoire l'affichage du fameux Nutri-Score.
qu'à cela ne tienne, qu'est-ce qu'ont fait les clients? Ils ont téléchargé une application Yuka. Je ne sais pas si vous avez téléchargé cette application. Je n'ai pas téléchargé, mais 7 millions de personnes ont téléchargé l'application Yuka. Il y a 2 millions de scans par jour. Donc autant de clients qui vont chercher la composition d'un produit alimentaire ou d'un produit de cosmétique, et donc qui ont de nouvelles informations. On peut aussi commander l'analyse de son ADN aussi, si vous le voulez, pour le client scrutateur. Je l'ai fait il y a quelques semaines, je n'ai pas encore les résultats. Mais le dossier médical en ligne, votre nouveau carnet de santé vient de faire son apparition il y a quelques semaines. Donc de plus en plus d'informations pour un client qui est malheureusement de plus en plus défiant, ce sont les enjeux du client scrutateur. Alors on voit les entreprises qui apportent un certain nombre de réponses. Vous avez vu Carrefour qui a lancé le Act for Food, et puis Super U qui a lancé aussi son application pour permettre aux clients de savoir aussi, à la manière de Yuka, la composition des produits. Et puis on voit aussi un autre phénomène qui est un phénomène de déconsommation. Et ça, depuis 18 mois en France, on voit que les Français achètent de moins en moins de produits en volume, mais des produits de plus en plus chers. Donc on privilégie la qualité. Donc là, il y a cet enjeu de déconsommation, cet enjeu de défiance, et qui, par un effet de halo, touche toutes les entreprises, avec une nécessité de faire preuve de transparence. Secteurs, ça ? Oui, c'est aussi bien dans l'automobile que dans les produits alimentaires, que dans la cosmétique. Cette défiance, ce besoin de transparence, devient un impératif aussi pour les entreprises. Et la déconsommation, c'est dans tous les secteurs? Principalement dans les produits alimentaires, ce qui est quand même un signe, et qui touche quand même une grande partie des industries et des entreprises françaises, et qui touche environ 12% de votre panier mensuel en tant qu'acheteur et consommateur. D'accord. Alors, il y a une autre tendance que vous évoquez dans votre présentation, c'est un client gamer. Alors là, on est dans un univers un petit peu plus ludique pour le coup. Mais est-ce qu'on ne risque pas quand même des réponses un peu décalées si on privilégie cette approche? Mon client aime bien. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment tous gamers, en fait? Alors, je peux prendre un exemple. Est-ce que vous jouez à Candy Crush, par exemple? Non, vous n'avez pas téléchargé Candy Crush. Je dois être une des rares. Alors, vous êtes une des rares parce qu'il y a 3 milliards de téléchargements sur la planète de l'application Candy Crush. Donc, quand vous êtes dans le métro et vous louchez sur... Oui, ça c'est vrai. Quand on louche sur l'écran de son voisin, et puis on se dit, il est en train de lire les dernières news d'Agora, ou alors de Financial Times, naturellement. Et non, en fait, il joue à Candy Crush, en fait, comme 3 milliards de personnes. Et lorsqu'on télécharge cette application, on joue 36 minutes par jour. Donc naturellement, on devient tous de plus en plus joueurs. Cette année, c'est l'année de la bascule, si je puis dire, puisque les professionnels de l'édition de logiciels de jeux viennent de publier une étude. Aujourd'hui, c'est 51% des Français qui jouent aux jeux vidéo. Et dans ces joueurs, il y a 47% de femmes. Et l'âge moyen des joueurs, c'est pas 19 ans, c'est 39 ans. Donc cet environnement personnel, ou grâce notamment à son smartphone, eh bien, on aimerait pouvoir le dupliquer dans sa vie professionnelle. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, en fait. Aussi bien en tant que collaborateur au service du client que même en tant que client. Et lorsqu'on a fait une étude qui est le baromètre Culture Service sur la qualité des interfaces digitales qui sont proposées aux clients, eh bien on se rend compte que du point de vue des clients comme du point de vue des collaborateurs, eh bien l'aspect le plus mal noté est l'aspect ludique. D'accord. Donc c'est ça, en fait, il faut accrocher il faut accrocher le client, il faut le faire rire, mais en même temps, il ne faut pas aller trop loin non plus, parce que l'humour, ça peut être une arme à double tranchant. Alors, on parle plutôt du jeu, c'est-à-dire on parle plutôt du caractère ludique d'une interface, plutôt sympathique quand on arrive le matin au travail ou dans un centre d'appel, plutôt que d'ouvrir 4 logiciels différents, avoir un écran avec des informations sur le client qui sont difficiles à trouver, eh bien, on s'attend plutôt à avoir des interfaces qui ressemblent à des interfaces de jeux vidéo. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que on commence à on est tous éduqués en tant que consommateurs, en tant que clients tous les jours, à force de jeux, à force de Candy Crush, eh bien on s'attend à avoir la même interface en tant que collaborateur et la même interface aussi en tant que client. D'accord, très bien. Alors l'Académie du service relève également un autre point, c'est que le client sera moment. Alors ça veut dire quoi, un client moment ?
Alors, le client sera moment dans le sens où on observe que les moments d'interaction, sous-entendu les moments d'interaction avec une entreprise, avec une marque, eh bien, se raréfient et deviennent de plus en plus courts. Je vais prendre plusieurs exemples. Pour premier exemple, c'est celui du service client. Il y a une étude qui a été faite par BVA pour le compte de Élu Service Client d'année qui révèle qu'entre 2017 et 2018, eh bien, 38 minutes de moins ont été passées au téléphone par les clients lorsqu'ils appellent un service client. Donc de moins en moins de temps pour faire la différence, de moins en moins de temps pour entrer en interaction, même à distance, avec un client. On peut prendre des exemples dans d'autres secteurs. C'est de moins en moins de temps ou c'est parce qu'il y a peut-être des nouveaux outils, tout simplement, qui font qu'aussi les problèmes sont résolus plus rapidement, par exemple? Bien évidemment. C'est-à-dire le client fait de plus en plus appel à des outils de self-care. Il est de plus en plus informé. Et même les collaborateurs ont des outils pour permettre de résoudre les problèmes des clients plus rapidement. Donc fatalement, le temps se raccourcit par cet effet. Donc, ce qui veut dire que pour les entreprises, eh bien, elles ont moins d'occasions de faire la différence et de faire vivre une expérience qui soit forte. On peut prendre d'autres exemples. Vous savez, dans le domaine des concessions automobiles, j'ai un chiffre ici. En 2010, eh bien, on comptait 2,6 visites en concession en moyenne pour acheter un véhicule neuf. 2,6 visites en 2010. En 2018, c'est 1,9 visites. Donc de moins en moins de visites. Pourquoi ? Parce que le client est aussi informé, il prépare son achat, mais de moins en moins d'occasions de faire la différence pour des visites de plus en plus courtes. On pourrait aussi voir dans la baisse de la fréquentation des hypermarchés en France et des centres commerciaux, qui a été très significative en 2017 et qui le sera certainement encore plus en 2018. Là encore, la volonté du client de passer de moins en moins de temps dans des courses qui sont des courses corvées. Donc on veut une expérience plus riche et les clients s'attendent à notamment passer moins de temps à payer, passer plus de temps à expérimenter, essayer un produit, vivre une expérience particulière. Il est plus impatient sur ce qu'il considère comme des corvées. Exactement. C'est ça. Et par contre, il est prêt à passer du temps à condition que... Il veut optimiser son temps. La digitalisation permet de réduire ce temps et on pourrait dire que le moment de vérité, le moment d'interaction entre une entreprise et un client, eh bien, devient de plus en plus une minute de vérité. Donc les enjeux sont encore plus grands pour les entreprises. Donc il faut déjà connaître les moments qui comptent du point de vue du client et les designer en quelque sorte. Pour pouvoir avoir une analyse fine aussi des temps, effectivement des périodes de disponibilité selon le type de produit, selon... Bien sûr, et surtout connaître les moments à plus fort enjeu émotionnel pour le client et savoir traiter, accueillir cette émotion et lui faire vivre dans des temps plus courts une expérience qui soit vraiment singulière, qui soit vraiment différenciante. D'accord. Alors un autre élément stratégique qui m'a interpellée, c'est ce que vous appelez le client visage. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce concept et quelles conséquences on peut en tirer du côté de la relation client ? Alors, j'essaye d'explorer chaque année sur mon blog, dans cet exercice de tendance, des nouvelles technologies. Donc, il y a la reconnaissance faciale. Ah, d'accord. Donc, c'est ça, le client visage. On imagine souvent, à chaque fois qu'on aborde des sujets, et moi-même, quand je fais des recherches, on se dit, bon, c'est un petit peu de la science-fiction. Vous savez, dans Minority Report, on voit Tom Cruise qui arrive dans un magasin, et puis il est immédiatement reconnu par son visage, par l'iris de ses yeux, et puis on lui fait des promotions personnalisées. Aujourd'hui, on y est. Et d'autant que pour le meilleur et pour le pire, nous tous, vous comme moi, eh bien, on alimente aussi la machine, on alimente l'intelligence artificielle. Vous savez qu'il y a 240 milliards de photos qui sont sur Facebook aujourd'hui. 240 milliards de photos. Chaque jour sur Snapchat, 250 millions de photos. Donc on partage naturellement son visage. Donc notre visage, il est connu, il est stocké, il est partagé. Et il pourrait donner évidemment lieu à davantage de reconnaissance faciale au bénéfice du client, au bénéfice de l'entreprise. Mais il y a beaucoup d'enjeux éthiques aujourd'hui. Des questions qui se posent, des questions qui ont été balayées par les Chinois. Vous savez qu'en Chine, il y a 200 millions de caméras de surveillance.
Si vous ne traversez pas dans les clous en tant que piéton, eh bien votre visage sera affiché sur un 4x3 au coin de la rue en disant que vous n'avez pas traversé dans les clous, vous aurez une amende automatiquement. Donc on est déjà, la science-fiction qu'on imagine, c'est déjà une réalité. Et c'est déjà une réalité pour beaucoup d'entreprises. En Chine, par exemple, chez KFC, on peut payer avec son visage. Chez Marriott, on peut être identifié dans les hôtels et avoir immédiatement la clé, ou plutôt la carte de sa chambre. On voit aussi ici ou là, aux États-Unis ou en Angleterre, et même en France, à l'Eurostar, Gare du Nord, et bientôt Orly et Roissy, la reconnaissance faciale, elle est en œuvre. Donc la technologie existe. Le contenu existe, notre contenu, nos visages, qu'on a déjà donnés, pour la plupart sur les réseaux sociaux aux fameux GAFA, et même à des entreprises chinoises. Donc, il faut se préparer à ces nouvelles technologies. Puis, je pense qu'il faut aussi participer au débat éthique, parce qu'on est au tout début de ces débats en Europe. Le client, il ne peut pas refuser d'être visage... Oui, alors, vous savez, c'est l'acceptation d'une technologie. On n'imagine pas la rapidité avec laquelle, eh bien, on adopte une technologie. Parce que j'imagine qu'il veut bien être visage, effectivement, si dans le magasin, il est tout de suite reconnu, comme ça, il n'a pas à sortir, je sais pas quoi, son portefeuille, enfin bon. Oui, voilà, bon, admettons. Puis par contre, il a peut-être pas envie, en effet, d'être poursuivi jusque dans sa vie privée. Il vous faut, à vous, comme à moi, en tant que client, des bénéfices réels pour accepter une technologie. Mais si je vous dis que votre enfant est enlevé et que grâce à la reconnaissance faciale, on va le retrouver en 1 heure, vous allez me dire, oui, c'est bien la reconnaissance faciale. Donc voilà, tous les débats sont ici, l'acceptation de cette nouvelle technologie, le bénéfice, dès qu'il est réel pour le client, il est tout de suite accepté, il est tout de suite levé. On ne reproche jamais à une entreprise d'exploiter vos données dès lors que votre relation, votre expérience, elle est personnalisée. Donc on est vraiment dans ces sujets d'acceptation. La technologie, elle est là, c'est certain. Aujourd'hui, il faut se poser les questions. Qu'est-ce qu'on va faire de ce visage, de ces données, pour en faire une vraie expérience différenciante pour le client? D'accord. Et vous nous annoncez enfin ce que vous appelez un client candidat, avec à la clé un renforcement du lien en fait entre la marque employeur et la marque client. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ce domaine? Est-ce qu'on voit déjà des convergences, on va dire, et qu'est-ce qui permet d'anticiper un tel mouvement? Alors c'est plutôt, vous avez raison, c'est la convergence, je dirais plutôt l'alignement. D'accord. Puisqu'en fait, on voit les clients s'expriment sur leur expérience en tant que client, mais les collaborateurs s'expriment aujourd'hui sur leur expérience en tant que collaborateur. On peut citer le site Glassdoor, par exemple, qui permet aux collaborateurs de s'exprimer sur leur vie dans l'entreprise. Il y a 62 millions de visites uniques par mois sur ce site. 45 millions d'avis sur les entreprises aujourd'hui existent sur ce site. Voilà autant de signes qui font dire que l'expérience client compte autant que l'expérience collaborateur. On le reparle à nouveau de symétrie des attentions et d'alignement. Et cet alignement, visiblement, en France, on en est encore très loin, puisque seulement 14% des Français, collaborateurs, employés, salariés, considèrent qu'il y a un alignement entre ce qui est promis sur une offre d'emploi de leur entreprise et la réalité de l'entreprise. D'accord. Et donc là, c'est vraiment quand on pense au client candidat, c'est surtout le client collaborateur qui est déjà en place, ou bien c'est même la relation, enfin le concept, on va dire, de relation client va s'étendre au candidat, c'est-à-dire au... Bien sûr, les techniques de l'expérience client s'appliquent à l'expérience collaborateur. Et ce collaborateur qui est aussi un candidat et qui est potentiellement une personne qui peut faire ou défaire l'image de votre entreprise. C'est une façon de reboucler aussi avec cette autre tendance dont on a parlé, qui est le client scrutateur. C'est-à-dire on s'intéresse à la composition d'un produit, mais aujourd'hui on consomme autant la marque
que l'entreprise. On s'intéresse à la démarche environnementale, par exemple, de l'entreprise. On s'intéresse à la traçabilité des produits. On s'intéresse à la réalité de la promesse qui est faite à l'entreprise en tant que marque, mais à l'entreprise en tant que société, en tant qu'acteur de notre vie en tant que citoyen. Ouais, et donc, c'est un peu comme le client scrutateur. En fait, il ne faut pas non plus prendre les candidats un peu pour des gogos, quoi. On peut plus se permettre, il faut être assez parce qu'eux aussi font votre réputation. Et donc, considérer que, eh bien, de la même façon, un candidat comme un collaborateur, comme un client, c'est se positionner en tant qu'entreprise avec un alignement entre la marque produit ou la marque service et puis la marque employeur. Donc c'est cet alignement et je pense qu'il y a un effet, il y a une tendance à un alignement. On peut prendre un exemple qui est l'exemple de Nespresso, qui a lancé une campagne de publicité qui s'appelle « La quête du geste parfait ». Ce film qu'on a vu à la télévision et au cinéma est né au tout départ comme un film qui était réservé aux candidats, qui était sur la partie recrutement du site de Nespresso France. Et Arnaud Deschamps, le président de Nespresso France, disait à propos de ce film qu'il voulait révéler l'entreprise. Derrière la marque, il y a une entreprise. Et donc, il y a cet alignement entre la marque employeur et la marque client, si je puis dire. D'accord. Ça veut dire qu'on ne peut plus non plus avoir un certain discours à l'intérieur et puis essayer d'en véhiculer un autre Bien sûr, parce que selon aussi le principe de la symétrie des attentions, ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Naturellement. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour balayer avec nous les grandes tendances de 2019. Avec plaisir. Merci de votre invitation. Merci à vous. Nous allons voir maintenant, bien sûr, sur le terrain, avec beaucoup d'intérêt, comment tout ça va se concrétiser. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition du Grand Entretien d'Agora Mag Expérience Client.